Tarek? Ok. 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 Lorraine, ça va? Bon bah installe-toi. Hein. On est chez toi ici, mais je me suis créé mon petit espace. Bienvenue à l'Assemblée, hein, c'est la maison du peuple. Merci C'est ouvert à beaucoup. tous. Ouais. Et vous êtes tous les bienvenus, vraiment. Même à l'équipe, merci encore d'être là. Bah, en tout cas, moi, Lorraine, je t'avoue que ton profil, je le trouve incroyable. Entre mère de famille, une carrière professionnelle, mais ultra stimulante. Tu fais quand même de la politique, t'es au cœur du rouage politique en France. Et en plus de ça, t'as une association et t'es entrepreneuse. Ça fait beaucoup quand même. Une petite casquette. Donc je t'avoue que pour cette première édition de podcast, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ce type de parcours atypique. Ça m'intéresserait de savoir déjà tout simplement ce qui t'a amené à travailler ici à l'Assemblée nationale quand même. Pour commencer déjà, j'aime dire que j'ai bac audace option humanitaire. Parce qu'à la base, je viens du milieu associatif. J'ai eu pendant 3 ans à diriger une association humanitaire en RDC, République démocratique du Congo. Et c'est un peu par cette association que je me suis retrouvée là. Je trouve que c'est plutôt c'est une évolution positive, dans le sens où l'humanitaire est censé être apolitique, mais l'humanitaire, l'associatif et le politicien ne sont jamais très loin. On est toujours amené quelque part à échanger ou communiquer ensemble. Et c'est comme si, moi, je vois aujourd'hui, d'être là, c'est le prolongement de ma mission. C'est pouvoir œuvrer, mais différemment. J'étais très impliquée sur les missions terrain. Je m'occupais de la gestion de projet, de la coordination sur place. L'association, elle s'appelle Banazola. D'accord. On a été amené à collaborer avec le World Food Programme et également l'AS Monaco. Et donc, ça nous a donné pas mal de visibilité. Elle m'a permis de travailler avec le député Carlos Bilongo, qui est aussi président du groupe d'amitié France-RDC. Dans le cadre du groupe d'amitié, Banazola, l'association a été auditionnée. Il y a eu un voyage du groupe d'amitié qui a été effectué en RDC. Nous, on était sur place et on a pu coordonner certains éléments. Et c'est un peu comme ça que je me suis fait remarquer. J'ai été amenée à travailler quelques mois avec Carlos et ensuite il m'a proposé d'intégrer le cabinet. Donc c'est un peu comme ça que l'opportunité s'est présentée. Moi, c'était le moyen aussi de découvrir d'autres réalités, d'être dans les rouages politiques et aussi de porter ma voix quelque part. Et je vois vraiment ça comme une extension en fait. Je suis peut-être moins dans le milieu associatif, mais je suis aussi sur un autre terrain. L'Assemblée nationale, c'est la fabrique des lois, on peut dire. Donc là, je vois aussi différentes choses. Et justement, tu nous racontes ton parcours qui est passionnant. On voit que tu as un lien très fort avec le Congo. Et justement, j'allais te poser la question. Tu es métisse, tu es en France, tu travailles dans le milieu institutionnel. Est-ce que tu as déjà pu rencontrer des obstacles au cours de ta carrière ? Bon, en tant que métisse, moi, je me dis toujours, je suis franco-congolaise. Pour moi, je suis là pour construire des ponts. Vraiment, c'est vraiment ça. J'ai grandi dans les deux cultures. Et moi, mon but, c'est de rassembler et de faire tomber les barrières et les obstacles. Et c'est ça la richesse du métissage aussi, hein, de pouvoir jongler entre ces deux cultures. Pour ce qui est des barrières, effectivement, on va pas nier, hein, quand tu es une femme de couleur en France et puis une femme, c'est pas toujours facile. On est face parfois à des préjugés, on est face parfois à du sexisme. On peut remettre en question ton intelligence parce que tu es une femme, parce que tu viens d'un autre milieu. Tu nous montres que, en fait, être une femme métisse, c'est aussi une forme de force. Tu te nourris, en fait, de ces préjugés pour avancer. Oui, complètement. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes les femmes racisées sur le rôle qu'elles pourraient jouer pour changer le paysage politique en France ? Qu'il ne faut pas qu'elles se mettent de limites. Qu'elles osent, hein, la vie, la société, ce qui se passe, ça leur appartient. Il faut vraiment qu'elles osent se projeter, qu'elles osent s'imposer, que c'est possible, qu'on a le droit. C'est ce que je me répète tout le temps. Totalement.
J'ai complètement le droit, c'est à moi, je dois le saisir, c'est à moi d'aller le chercher. Je peux pas blâmer mon voisin, ma voisine, moi qui dois prendre mon courage, mon cran, avoir une vision haute, claire et d'y aller. Ouais. Et blâmer personne. Je suis responsable de moi-même. Je pense que les femmes aujourd'hui, elles doivent ne pas avoir peur. Les femmes racisées, on a une responsabilité parce que on a nos enfants derrière qui nous regardent. Oui. On a d'autres femmes qu'on peut inspirer. Et il faut qu'on ait cette force-là d'être en sororité un peu. Hein, et de Totalement. s'élever tout ensemble. On a beaucoup d'idées reçues sur nos députés. Est-ce que pour toi, l'opinion publique a des préjugés, des idées qui finalement ne sont pas réelles? Oui, il y a des choses, j'ai été fortement surprise. Parfois, à tort, on va penser que le député, il est là, il est juste à l'Assemblée et qui fait rien d'autre que parler, un parlementaire. Mais non, en l'occurrence, il y a un vrai travail réel. Et le tout, c'est de trouver l'équilibre entre être à la circonscription et aussi être à l'Assemblée. Parce que le député, oui, il est dans l'hémicycle, il va parler, faire des lois, mais pour faire ces lois, il a besoin de passer du temps aussi avec sa circonscription, d'être à l'écoute, de voir ce qui se passe, de dénoncer ce qui se passe, parce qu'il a aussi ce pouvoir-là. Et ensuite, à partir de ce qu'il observe, il vient faire les remontées à l'Assemblée pour pouvoir promulguer des lois, sensibiliser sur des thématiques réelles, des choses que les gens traversent. Et c'est vraiment cet équilibre-là que je trouve ça très beau et que je trouve qu'on ne voit pas assez parce que souvent... par exemple, dans les chaînes d'infos ou dans les chaînes qui relatent les faits politiques, on va plus voir le député à l'hémicycle, dans un lieu institutionnel, assemblée. Mais il y a un réel travail terrain qui est mis en place. Et c'est là aussi où moi, j'arrive à me retrouver, comme je viens du milieu humanitaire, Ouais. sur le travail terrain. Voilà, ça me fait plaisir aussi de rencontrer des associations, de passer du temps aussi avec les habitants, de découvrir leurs problématiques et de trouver une autre manière de les aider en créant des lois. Tu nous as parlé de terrain, on va obligatoirement parler de ton association. Ah, vas-y, ouais. Quel a été le déclic pour toi pour te lancer dans ce projet? On veut tout savoir. Alors, Banazola, c'est une association qui vient en aide aux enfants vulnérables en RDC. L'idée, c'est d'installer l'aide sociale en enfance au Congo. C'est une association que j'ai fait avec mon mari, qui est un ancien joueur de foot, qui a joué aussi pour l'équipe nationale en RDC. Je remercie la Fondation Banazola pour ndenge aye kosala biso faveur ozangaki mikolo ebele. Le 27 n'a rien payé depuis qu'il est entré à l'hôpital. Celui-là aussi n'a rien payé depuis qu'il est entré à l'hôpital. Bonjour, c'est Lorraine de l'association Banazola Foundation. Aujourd'hui, on est sur le terrain à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. On est venu rendre visite à l'hôpital pour voir un peu les installations, les infrastructures, comment ça se passe. On a pu voir les malades, on a pu voir le personnel. Notre outil, c'est le sport, parce que pour nous, le sport, il y a un aspect thérapeutique et il y a beaucoup de valeurs qu'on cultive avec le sport. Le dépassement de soi, la rigueur, la discipline, la détermination. Je suis convaincue que parfois, on ne peut pas avoir peut-être tout, mais si on a le sport, on gagne en soft skills. Et c'est aussi l'histoire de mon parcours. Ouais. J'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que mon père était dans l'humanitaire, il est mort en mission. Je suis née en Namibie et à partir de là, ma mère a fait le choix de venir s'installer en France pour qu'on ait une meilleure éducation. Malheureusement, je l'ai perdu à mes 9 ans et ensuite j'ai grandi, j'ai eu un parcours ASE. Je suis devenue une pupille de la nation et j'ai grandi dans l'aide sociale à l'enfance en fait. Je suis vraiment un produit de l'ASE. J'ai fait les foyers, les familles d'accueil, les hôtels. J'ai réussi à avoir mon contrat jeune majeur jusqu'à mes 21 ans. Donc, je suis vraiment un produit de l'État. Et aussi, quelque part, moi, je vois mon parcours de l'ASE à l'Assemblée. Et quelque part, j'ai aussi un sentiment de fierté parce que depuis que j'ai 9 ans, je suis pupille de la nation. Mais donc, ça veut dire que l'État est mon représentant légal. Et aujourd'hui, je travaille pour l'État. C'est comme si je travaillais avec maman, papa, en fait. Ouais. Donc, quelque part, je trouve que c'est une belle manière de répondre à la vie. Surtout que moi, j'aime vraiment donner du sens. Et pour revenir sur Banazola, je voulais quelque part, je pense, honorer le travail de mon père. Parce qu'il a travaillé dans l'Est, en RDC. Il a d'abord commencé au Congo, où il a rencontré ma mère.
Et moi, quand je vais au Congo, ça m'a toujours dérangé de voir des enfants qui sont dans les mêmes situations que moi, orphelins, mais qui n'ont pas derrière une protection de l'enfance qui peut les protéger, en fait. Il y a des enfants qui vont vivre chez des familles qui sont victimes de maltraitance, d'autres qui vont se retrouver à la rue et on leur donne une espérance de vie de 5 ans. Donc, comment on fait pour les aider? Et l'idée, c'était vraiment ce que j'ai vu, moi, ici, pouvoir le ramener là-bas. Après, on commence à petite échelle, on est une petite asso, donc on commence avec des actions spécifiques qui sont liées à la protection de l'enfance. Et le sport, c'est notre outil pour pouvoir avoir accès dans les écoles, pour sensibiliser. Et parce que aussi, mon mari, lui, il a été en centre de formation à l'As de Tréjean, à Monaco. Ok. Et lui, ce qu'il m'explique toujours, c'est que le rocher, c'est ce qui lui a permis de sortir du quartier et de faire de lui une meilleure personne, en fait. Et tout ça, c'est grâce au sport. Et moi, au foyer, j'allais souvent m'entraîner à la boxe, notamment. Et c'était un moment pour moi un exutoire, en fait. Et souvent, dans les enfants de l'ASE, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent. Et je suis convaincue, c'est que d'avoir touché au sport, ça m'a aidé quelque part à muscler mon mental. Et d'ailleurs, ça ne me ment pas, parce qu'aujourd'hui, je travaille à l'Assemblée. J'ai peut-être pas bac plus 5. Je suis toujours en constante formation. Je prends toujours le temps de me former. J'ai cette audace, cette rage, mais je pense vraiment les valeurs du sport, la discipline, le dépassement de soi, la détermination. C'est ce qui a fait aussi que je me retrouve là. Bon, Lorraine, tu m'as ramenée dans les jardins parce que là, on passe aux questions un peu plus intimistes. On va rentrer un peu dans le dur, ta vie privée. Je rebondis sur les anciennes questions que je t'ai posées. Tu m'as dit que, en fait, la situation des enfants dans le monde te touche particulièrement. Et je l'entends, je le comprends, notamment aussi parce que tu es une mère de famille. Tu as 3 enfants. Et je pense que tout le monde se pose la question en tant que mère et être dans le milieu politique, comment tu arrives à manager tout ça? Je fais. Je pense déjà de nature, je suis quelqu'un quand même de rigoureuse, assez disciplinée. Donc j'ai vraiment essayé d'inculquer ces bases-là à mes enfants. Et pour moi, c'est un cadeau que je leur fais. Je dis pas que c'est parfait, c'est très imparfait. Même j'implique mes enfants, je leur demande leur avis. Parfois ça m'aide. Et parfois même ça m'inspire et des fois même ça me nourrit. C'est ce qui va me donner envie de me dépasser davantage. Non, le tout, je pense, quand on est une maman, qu'on veut avoir une carrière, qu'on va entreprendre, faut pas se mettre de limites. Il faut juste accepter que les choses elles vont prendre du temps. Peut-être quelque chose que tu vas faire en 1 mois, ça se trouve tu vas mettre 3 mois à le faire. Et c'est ok. Et c'est ok. Il y a toute une philosophie à avoir, c'est que le temps c'est un cadeau. Quand tu prends le temps pour mieux apprendre, mieux comprendre. Et surtout, dans le parcours que j'ai, atypique, parfois, je vais me sentir pas mal, mais plus... je connais pas tout, mince, ça. Sûr. Et puis après, par moments, je me ressaisis, je me dis, dans 6 mois, t'es une autre personne. T'acceptes que des fois, parfois, je vais pas me rendre là-bas. Parfois, je vais pas pouvoir faire ça. Parfois parce que j'ai une vie qui fait que par moment je dois passer aussi du temps avec mes enfants. La politique c'est très dynamique, c'est un environnement qui est parfois énergivore et qui prend beaucoup de temps et en fait ça a un impact, ça rentre chez toi en fait. Oui, c'est sûr. Une fois que tu as mis le pied dedans, la politique elle devient dans tout ton environnement. Ton quotidien. Il faut être passionné, il faut aimer ça. Et comme je pense, j'ai le cœur à l'humain et je pense que j'ai transmis aussi ça à mes enfants. Je vois ma fille aînée, elle est très investie dans ses élections de délégués. Elle adore venir les fois où je l'ai emmenée à l'Assemblée. Elle est toujours demandeuse. Elle me dit « Maman, c'est quand je reviens, j'aime ». Et je vois, ça la sensibilise à ça, à la citoyenneté aussi. C'est aussi son éducation civique. Oui, c'est très bien. Donc c'est très positif. Et puis au final, elle est née, ils sont nés dans cette famille, donc il faut composer. Leur papa, c'était un joueur de foot. Ils ont été baignés dans cet univers-là, à être, on va dire, exposés aussi médiatiquement. Ils doivent évoluer dans cet environnement-là et qui sait, ça va les driver, ça va les inspirer. Et eux aussi, ils vont faire quelque chose d'inspirant aussi pour les autres. Et tu penses que tes enfants, ils peuvent aujourd'hui dire qu'ils sont fiers de leur maman ? Je sais pas, moi. J'espère. Je pense que je les inspire. Ma fille aînée, des fois, quand je la regarde,
Moi, elle m'inspire. Je suis fan d'elle. Je suis fan de ma fille. J'espère qu'ils sont fiers. En tout cas, j'essaye de donner le meilleur de moi-même et ils me donnent envie de me dépasser. J'ai envie d'être exemplaire. Ouais. Pour moi, on a un devoir d'exemplarité envers nos enfants. Avant de leur demander lis des livres, il faut que moi je leur montre l'exemple. Je ne peux pas leur demander des choses que maman, elle ne montre pas. C'est sûr. Ça va les inspirer davantage. Mais on voit aussi que tu as quand même un rythme de vie qui doit être au minima organisé. Oui, entre t'es le obligée. sport, les enfants, etc. Est-ce que tu as, je sais pas, une petite méthode, un agenda, une petite astuce à partager aux personnes qui vont nous écouter ou nous voir? Le tout, en fait, c'est de ne pas se mettre de pression. Et pour moi, c'est vraiment d'être constant. C'est d'être constant. Ça veut dire, parfois, je vais faire ma séance de sport. Ce jour-là, je suis un peu fatiguée. Mais ce qui compte pour moi, c'est que je l'ai fait aujourd'hui. Donc peut-être aujourd'hui, j'ai eu du débordement dans l'emploi du temps. Ma séance, ça ne va pas durer 1 heure, va durer 45 minutes ou 30 minutes. Mais ce qui compte, c'est que je l'ai fait. Parfois, il faut savoir aussi faire preuve de douceur avec soi-même. Ouais, de douceur avec soi-même. Il faut savoir se célébrer aussi. Ouais. On a tendance, l'être humain, il a facilement tendance à se plaindre ou à se dévaloriser lui-même. Alors que c'est pas comme ça qu'il va gagner en confiance en lui. Il faut vraiment combattre ses pensées et savoir dire ah bah là non, là j'ai bien fait, là sur tant de jours j'ai fait ça. En fait j'ai pris une bonne habitude de vie, un bon rythme de vie et je peux continuer. Et le tout, c'est d'être organisé. La phrase que je me répète tous les matins, c'est I want to be my higher self. Ouais, c'est sûr. Je vais être la plus haute version de moi-même. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que chaque jour je dois faire qui me ramène à cette haute version. Et vaut mieux faire un petit peu que rien du tout. Exactement. Et vraiment savoir faire preuve de gratitude et se dire relax. Ouais. Ok, j'ai pas tout ce que je veux, comme je veux, autant que je veux, mais j'ai déjà 3 enfants en bonne santé. Ouais. On passe des moments formidables. On arrive à aller faire des activités, aller manger dehors de temps en temps, à passer de super bons moments ensemble. Donc ces moments-là aussi, c'est ressourçant et c'est ce qui me donne aussi envie après d'aller me rebattre. Il faut vraiment savoir apprécier les choses pour se dire « Ok, je me bats pour ce type de vie. Donc vas-y, j'y vais. » Moi, j'ai déjà entendu des commentaires comme ça pour toi. Oh, la vie, c'est plus simple. Oh, mais toi, comment tu fais? Et quand j'entends ça, parfois, ça m'irrite parce que je me dis... Je pense, là où toi, tu trouves que je suis chanceuse, si tu mets mes bottes, tu n'aurais pas du tout envie de les avoir. C'est des sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Et au quotidien, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai pas mes parents. Donc, j'ai pas ce soutien-là où parfois, les moments où je me sens, submergée, le réconfort, je dois être ma propre cheerleader. Bah oui. Je peux pas appeler maman, ta papa. Non. À ce moment-là, je dois me poser juste dans un coin. Et les petites méthodes que j'ai d'apaisement, j'aime bien la peinture. Ouais. Donc, de temps en temps, je vais faire un peu de peinture. C'est un truc que j'ai trouvé qui m'apaise. Mais c'est des moments... j'essaye de m'imposer ça au moins 1 fois par semaine. Et vraiment, il faut prendre ces temps-là pour soi. C'est me time. J'appelle ça, c'est me time. Ouais, c'est sûr. C'est important. Tu dois t'imposer. Si tu n'apprécies pas ta propre présence, qui va l'apprécier? Ouais, c'est sûr. Tu dois passer du temps avec toi. Ouais. Et puis même se remercier au quotidien aussi, apprendre à accepter, parce que tu l'as dit toi-même, on est des femmes et on vit dans un monde qui est patriarcal, malheureusement. Et donc je pense que nous les femmes, on est bien plus exigeantes avec nous-mêmes. On nous pointe tout le temps du doigt. On nous pointe tout le temps du doigt et donc on va être très très dur avec notre personne, très très dur sur notre travail au global, très dur sur ce qu'on produit. Et ce que tu dis vraiment c'est ultra intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes doivent l'entendre, c'est savoir accepter déjà que des fois ça peut prendre plus de temps. Savoir accepter que en fait, arrêter déjà d'avoir le syndrome de l'imposteur, ce qu'on s'était dit tout à l'heure, sur le fait qu'en fait ton travail il est qualitatif. Ouais, mais c'est dur, des fois c'est dur, faut pas se comparer. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, honnêtement, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être ravies de t'entendre. Mais moi, je voulais aussi parler de quand même tes projets entrepreneuriaux. À côté, on sait que tu as d'autres projets. Qu'est-ce qui t'a donné cette fibre d'entrepreneuse? Je pense déjà, j'ai toujours eu le tempérament d'entreprendre. Déjà, juste par le parcours de ma vie, j'ai jamais vraiment eu le choix. Ouais. Voilà,
j'ai pas le choix. C'est ce que je me dis tout le temps. Quand je commence quelque chose, je me dis, ok, j'ai pas le choix. Je dois terminer, je dois aller au bout, je dois réussir. Je me mets pas la pression avec la réussite. Je me dis, soit ça marche pas, mais au moins j'ai essayé et je dors pas avec des regrets. C'est sûr. Et dans tous les cas, j'ai appris, j'ai tiré une leçon, j'ai gagné en expérience et surtout de comment je me suis retrouvée. À la base, oui, c'est vrai, j'ai commencé dans la com. J'ai toujours un petit peu des activités dans la com. En fait, depuis jeune, j'ai toujours eu des lectures autour de la psychologie, mais très tôt. Ouais. Moi, 12 ans, j'étais en train de lire du Françoise Dolto. D'accord. Et je pense que j'avais plein d'interrogations parce que à l'époque, je vivais avant d'arriver au foyer, j'ai été chez une tante Ouais. qui a été maltraitante. C'est comme ça que j'ai été placée. Et cette tante-là, elle m'expliquait rien. Elle m'expliquait rien, c'est-à-dire à part me demander de faire des tâches ménagères ou garder ses enfants. J'avais pas d'explication sur le monde, la vie, il n'y avait pas de dialogue. Et notamment, ce qui m'a poussée à avoir des lectures psychologiques, ça a été mes premières menstruations. Personne m'a expliqué ce que c'était. Et j'ai découvert ce que c'était dans des bouquins au CDI, en fait. Tu t'es réfugiée dans les livres. Et je me suis réfugiée dans les livres. J'ai lu des livres de Françoise Dolto pour découvrir. Après, beaucoup de livres qui étaient orientés psychologie. Et puis la psychologie, à mesure que j'avançais, ça m'a amenée au marketing. Ouais. Et après, j'ai commencé à faire quelques piges en com. Et aussi, quand j'ai rencontré mon mari, je me suis occupée de toute sa communication, de ses réseaux sociaux. Et c'est là où j'ai emboîté le pas dedans. Et ça me permettait de pouvoir... Lui, il avait une carrière où à un moment, il a joué en Turquie. Après, on a joué à Tours. C'était très difficile d'avoir une stabilité. Mais de travailler online comme ça me permettait, moi, de me sentir... de me sentir utile, oui, d'avoir un travail et de pouvoir tester mes compétences, en fait. J'ai toujours aimé la photo. Ouais. Donc, je me suis mis après à la photo. J'ai après ouvert mon réseau, j'ai travaillé avec plus de sportifs. Et au fur et à mesure, ça m'a emboîté une porte. Et ce que j'aime beaucoup avec l'appareil photo, pour moi, c'est une clé. Ça m'a ramené dans des endroits improbables. Ouais. Ça m'a permis de créer du lien avec des gens que j'aurais jamais rencontrés parce qu'ils avaient un besoin de photos, un besoin d'accompagnement en images. Et moi, j'avais juste ce petit boîtier là, magique, mais en fait, qui est une clé incroyable. Ça t'ouvre plein de portes. Et c'est avec cette clé que j'ai pu faire beaucoup de rencontres, que j'ai pu aiguiser mon esprit et mélanger avec toutes mes lectures et ce que j'avais appris. J'ai fait quand même une formation en marketing. Ça m'a amené à rencontrer des gens et travailler aussi à l'Assemblée parce que attaché parlementaire, c'est quand même diverses missions. On est là pour accompagner le député. On touche à diverses choses. Ça peut être sur du législatif, ça peut être de la planification, on fait pas mal d'agenda, ça peut être de la représentation, ça peut être de la gestion avec la circo ou bien des rendez-vous qu'il a en extérieur. Donc, il faut être assez polyvalent. Et il y a un gros côté communicant parce que le politicien, il est exposé en fait. Ouais. Il est exposé, donc il y a une grosse part de communication derrière. On m'a toujours dit, je rebondis sur l'appareil photo qui est une clé, on m'a toujours dit que l'appareil photo permettait de transmettre un message et de réussir à connaître le vécu et la personne juste à travers l'objectif. Qu'est-ce que tu en penses ? La photo, oui, tu as une certaine lecture. Moi, je sais qu'avant de prendre une photo, je me conditionne dans tout un état d'esprit. C'est un art, hein. Et j'aime bien d'abord sentir mon environnement. Parce que pour capter le bon moment, la bonne image, il y a des photos, tu les vois, elles vont rien te faire sentir. Ouais. Et il y a des photos, tu les vois, tu t'extasies, alors que ça peut être juste quelqu'un qui l'art, donne en fait. un regard. Chacun son interprétation finalement. Chacun son interprétation, mais dans la photo, il y a ce truc-là où il faut que le photographe il sache saisir le bon moment. Ouais. Et là, ça va être son sens de l'observation, sa concentration, sa lecture du moment, et le bon moment où il va faire clic sur la caméra, et c'est ce qui va donner la magie au cliché. Là, on va sur une fin d'interview. Donc, avant de faire
un petit récap sur tout notre échange et passer aux questions un peu badass et fun. Ok. Je voulais déjà te remercier et te dire merci. que tu as un parcours qui est vraiment incroyable. Vraiment incroyable, et je le pense. Et je pense que les personnes qui vont écouter et visionner ce podcast vont s'en rendre compte. Parce que tu reviens de loin. Et là, ce que je retiens, c'est vraiment que tu es synonyme de force, de résilience, que tu as appris sur le tas et que tu te bats au quotidien. Donc, il ne faut pas abandonner. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, n'abandonnez jamais. Non, n'abandonnez jamais. Faut y aller, faut se battre. C'est ça, Ouais. faut se battre. Maintenant, on va passer aux questions fun un peu. En tant que femme, on a besoin de connaître tes conseils. Sur plein de sujets, par exemple, tu vois, genre, est-ce que tu as une musique à nous donner, un petit son qu'on pourrait ajouter sur notre playlist qui te met de bonne humeur chaque matin, qui te déterre tous les jours? Ocho. SDM. J'aime bien SDM parce que j'ai eu l'occasion de le shooter à un trop bien. concert. Donc c'est vrai que quand un artiste, tu le découvres Polyvalent. en vrai, quand tu le découvres en vrai et que tu as l'occasion de vivre sa musique, tu as une autre forme d'attachement. Et Ouais. c'est vrai que quand je vais écouter ces musiques, bah non, maintenant, j'ai envie de me dépasser, ouais. J'ai envie Ouais. de me dépasser. Après, les musiques qui me boostent, bah moi j'ai plus une playlist américaine. J'aime les femmes qui ont du caractère. Ouais. Donc, si on regarde les derniers sons que j'ai écoutés, il y aura beaucoup de Cardi B, Megan Thee Stallion. Moi, j'écoute Hello bitch, you can fuck with me. Donc là, on retient, donc il y a SDM, Ocho, Cardi B, Bodak Yellow. C'est Kodak Yellow? Bodak Yellow. On voit que le sport fait énormément partie de ta vie. Bah, moi-même, mon parcours, L'expérience, ouais. je me suis fait 3 fois les croisés. Ah oui, Euh, vraie sportive. Voilà. Oui, vraiment, j'aime le sport. Et l'année dernière, j'ai pratiqué du grappling. Ouais, Et cette année, je me suis mis à l'escrime. ok. Est-ce Mais que tu- toujours j'aime beaucoup les sports de combat. Ouais, donc tu en conseilles aux femmes. Ah oui, complètement. Sport de combat? Bon, moi, c'est parce que j'ai une préférence pour le sport de combat. Ouais. Après, toute discipline sportive, elle est bonne. Mais moi, c'est parce que j'ai vraiment ce besoin-là de relâcher la pression. Et aussi, dans le sport de combat, j'aime ce côté noblesse et également ce côté discipline, dépassement de soi. Tu dois toujours te relever. C'est là où je me trouve le plus épanouie. Mais après, tout sport est bon, hein. Vraiment, tout sport est bon. Chacun, il a son appétence, sa préférence, ouais. C'est vrai que c'est surprenant parce que quand les gens me voient, ils n'imaginent pas du tout que je fais du grappling. Les gens, ils sont là, oh. Corporate life. Sportive. Je vous ai dit, c'est très atypique ici, vraiment atypique. Ouais. Quelle est la femme, morte ou vivante, qui, je dirais, t'a le plus inspirée jusqu'à aujourd'hui? Récemment, j'ai lu un livre de Simone Veil. Ouais. Et je trouve que c'est une femme qui a fait preuve de beaucoup de résilience. C'est quand même, elle a traversé des épreuves très difficiles dans sa vie. Très. Elle a apporté énormément pour l'État français. C'est une rescapée des camps de réfugiés. Donc oui, comme j'ai lu son livre récemment, oui, c'est une femme qui m'inspire, Simone Veil. Plus jeune, j'ai toujours été inspirée aussi par, rien à voir, hein, mais Frida Kahlo. Ouais. Elle a un parcours qui est difficile, difficile avec Ouais. beaucoup de blessures Ouais. et quelqu'un d'engagé aussi. Je pense que c'est ça qui m'inspire chez elle. Il y a aussi la princesse Nzinga en Angola. Ok. Du moins le fait qu'elle a su se battre pour son peuple, qui était une princesse guerrière pour son peuple à l'époque où il y avait le colonialisme et on voulait réduire son peuple à l'esclavage. Elle a su mener une révolte. Non, mais en tout cas, on voit que tes inspirations, elles te ressemblent finalement. En fait, déjà, la moitié des femmes que tu as énoncées, elles sont engagées, au même titre que toi. Ah, ouais, Tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Parfois, on est trop focus sur notre métro, boulot, dodo, nos C'est problèmes ça. du quotidien. Et je trouve que des fois, l'humain, il se déshumanise. Ouais.
Et on est très maintenant connectés, on est dans un monde hyper connecté, que sur nos tablettes, sur nos téléphones. Même dans le métro, il n'y a plus de lien. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je pouvais... plein de fois, j'ai rencontré des gens dans le métro, on est devenus des amis. Ou genre, un jour, je suis dans le métro avec ma copine, puis on rencontre un groupe de gens qu'on ne connaît pas et on sympathise. Et puis on va boire tous un verre ensemble. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a les écouteurs, on ne s'entend plus. Et il est sur le téléphone. Ouais. Et il n'y a plus l'environnement dans ta bulle en fait. Tu vois Dans ta plus ce qui bulle. t'entoure. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est bien qu'on a quand même des figures qui arrivent parfois à nous sensibiliser et nous remettre les pieds sur terre. Et ces moments-là, on se dit non, il faut qu'on se donne tous main dans la main et qu'on se regarde de nouveau et qu'on essaye de construire quelque chose de positif. Ouais. Il faut se soutenir. Ouais. Il faut se soutenir, il faut s'élever, apporter un peu de douceur, d'amour, ça ne coûte rien. Ouais. Ça ne coûte rien. Et parfois, moi je dis toujours, des fois c'est juste un mot, un regard qui change les choses. Ça peut être juste, on prend un temps, on pose, comme ça, on part, et ça va changer toute ma vie en fait derrière. Bien sûr. Et c'est vraiment même avec Banazola, quand j'allais au Congo, je me posais avec un public très vulnérable. La pauvreté en France et la pauvreté au Congo, ça n'a rien à voir. C'est une pauvreté extrême, avec des gens qui ont des problématiques extrêmes. Et pourtant, des fois, juste prendre le temps de se poser avec la personne, juste l'écouter, ça peut lui changer sa vie, en fait. Bien sûr. Ça peut Puisque lui changer là, sa c'est ce vie. qu'on est clairement en train de faire. Et tu m'inspires. Ouais. Donc en tout cas, Lorraine, je suis vraiment contente de t'avoir reçue. C'était ma première invitée. Ouais. Et en plus, tu m'as ouvert les portes de l'Assemblée nationale. La maison Je du trouve ça peuple. incroyable. Vous êtes bienvenus. Merci. C'est la maison du peuple, c'est Ouais, à c'est nous. vrai. Allons-y vraiment, partageons l'humanité. Ouais, On est là, on est ensemble sur la terre. On partage la terre. c'est sûr. On partage des gènes. Il y a plein de choses qu'on partage, qu'on a Ouais. tous en commun. Il faut qu'on garde cette notion en tête. Vraiment. Le vraiment. partage. Le partage. Se partager mutuellement nos savoirs. C'est important. Se échanger comme on fait. Et essayer de... C'est justement l'objectif de ce podcast. Clairement, c'est pour toutes les femmes, essayer de créer une sorte de sororité, Ouais. tu vois, et qu'on puisse se donner chacune nos connaissances, tu vois, nos savoirs. Elles t'entendent, elles t'écoutent, elles retiennent, et elles vont essayer d'appliquer, de mettre en application certains de tes conseils, tu vois. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. On se nourrit tous des uns et des C'est autres. ça, Vraiment. c'est ça. En tout cas, merci Lorraine. Petit câlin de fin. C'était vraiment trop bien. Et puis, je suis très très fière pour mon premier podcast d'avoir interviewé Lorraine. On se retrouve une prochaine fois pour le futur podcast. En tout cas, merci encore Lorraine de m'avoir ouvert les portes de ce magnifique endroit. Et on se dit à la prochaine. Bye. Et quotité. Et quotité.